quoi est-ce que vous pensez si je vous parle de sujets tabous? De sujets qui fâchent? De sujets qui, quand on les aborde, provoquent systématiquement la polémique, provoquent systématiquement de longs débats? Ce sont des sujets qu'on évite d'aborder en famille ou avec des collègues. Moi, j'ai 4 sujets qui me viennent naturellement en tête. La religion, la politique, le football et l'écologie. Alors, pour certains de ces sujets, je peux tout à fait comprendre qu'il y ait une polémique qui naisse. Prenez la religion, par exemple, avec des questions comme est-ce que Dieu existe? Y a-t-il une vie après la mort? Doit-on croire en un petit bouquin qui a été écrit? Doit-on croire en quelqu'un qui a vécu il y a 2000 ans? Je peux tout à fait comprendre qu'on puisse se prendre la tête, et je pense que d'ailleurs le débat risque de durer encore bien longtemps. En ce qui concerne la politique, là c'est un grand classique. Qui parmi vous a déjà eu une discussion sur la politique qui a bien terminé? Franchement, moi je n'en vois pas. Si vous hésitez, si tu hésites, tu peux encore faire un test, si tu t'embêtes, dans ta prochaine réunion de famille, aborde la politique et tu verras si ça finit bien. Ensuite, le football. Là, je vous avoue, c'est très personnel. Mes grands-parents sont originaires de Liège. Ce sont des grands supporters du Standard de Liège. Et je vous avoue que certains petits-enfants n'ont pas suivi la ligne de conduite familiale, et certains héritages sont en péril, moi y compris. Et donc c'est un peu l'occasion pour moi aujourd'hui de venir un peu redorer mon blason, d'être ici à Liège ce soir. Et puis enfin, l'écologie. L'écologie, c'est un peu le petit nouveau, le dernier arrivé, mais qui est déjà très très bien intégré dans le club select des sujets tabous. D'ailleurs, la preuve, dans un de mes dîners de famille récemment, il y a eu une énorme prise de tête sur un gratin de courgettes. Alors les courgettes étaient bio, et donc on a eu un débat sur est-ce que le bio est une arnaque des supermarchés pour que ça coûte plus cher? Est-ce que les pesticides sont vraiment mauvais pour la santé? Est-ce que ma petite cousine a des problèmes d'allergie à cause des perturbateurs endocriniens? Et ça a continué comme ça, encore et encore, jusqu'à ce que quelqu'un daigne amener le dessert pour enfin clôturer le débat. Alors, moi, mon travail, je suis conseiller en environnement. Donc, je sensibilise les gens aux enjeux contemporains sur l'écologie. Et donc, dans ce genre de discussion, j'ai un avis, j'ai vraiment envie de participer, et pourtant, j'hésite à rentrer dans le débat. Je me sens vraiment mal à l'aise, en fait, à alimenter ce débat qui, finalement, mène souvent à pas grand-chose. Et donc, je vais faire un test avec vous ce soir. Je vais vous donner 2 situations, et vous allez me dire la situation que vous préférez. Situation numéro 1, vous êtes en train de vous balader en forêt. Vous avez vos enfants qui jouent autour de vous, vous avez le soleil qui réchauffe votre visage, vous avez le chant des oiseaux, vous avez même un petit papillon qui vient se poser sur le bout de votre main. Situation numéro 1. Deuxième situation, vous êtes ici, à Liège, place Saint-Lambert, il est 8h du matin, vous avez une petite pluie fine qui vient vous fouetter le visage, vous avez le doux son des klaxons qui vous viennent aux oreilles, vous respirez cette bonne odeur d'essence et de particules fines qui rentrent dans votre poumon, vous avez des gens stressés qui viennent vous bousculer pendant que vous marchez. Qui parmi vous prendrait la solution numéro 1? Levez la main s'il vous plaît. Merci. Qui prendrait la solution numéro 2, place Saint-Lambert, 8h du matin? Un courageux. L'écologie devrait être une évidence. Je ne comprends pas comment on peut se prendre la tête à propos de l'environnement. La nature devrait être logique, devrait couler de soi. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Alors du coup, j'ai essayé de comprendre pourquoi. Je me suis un peu intéressé à ce qui se disait autour de moi, à mes amis, à ma famille, et j'en suis arrivé à une première notion qui me paraissait intéressante, c'est la notion de carte du monde. On vit tous ici dans le même monde, mais on a tous une carte différente pour le lire. Je vais vous donner un exemple, la transition écologique. Eh bien, ici, peut-être que monsieur, quand je lui parle de transition écologique, avec sa carte du monde, eh ben, il va voir une éolienne, il va voir un panneau photovoltaïque, il va voir une voiture électrique, il va voir l'innovation scientifique, il va se dire, voilà, c'est ça qui va nous permettre de lutter contre le réchauffement climatique. Madame, ici, va peut-être avoir une vision un peu plus Cro-Magnon. L'idée que, si la transition écologique, c'est une perte de confort,
c'est un retour à l'âge de pierre. Je n'aurai plus ma voiture, je n'aurai plus mon frigo, c'est vraiment un retour en arrière. Monsieur, là-bas au fond, va peut-être avoir un scénario beaucoup plus catastrophiste, un scénario plus à la Mad Max, l'idée que le monde va s'effondrer. Il a peut-être lu un bouquin sur la collapsologie, donc qui est l'étude de l'effondrement de notre société moderne, le genre de bouquin qui vous maintient éveillé toute la nuit, que je vous conseille, peut-être. Madame, là-bas au fond, va peut-être avoir une image encore différente, une image plus bisounours. L'idée que, ben voilà, si on fait tous des petits efforts, si on fait tous pousser nos légumes, si on fait tous des petits gestes éco-responsables, on va pouvoir transitionner tous ensemble. Alors, fatalement, quand je vois toutes ces cartes du monde différents, je commence à comprendre pourquoi il existe une certaine polémique à cause sur le sujet de l'écologie. Pourquoi il y a certains débats qui naissent, mais je ne suis pas encore satisfait. Est-ce que vous avez remarqué que ces 5 dernières années, on parle beaucoup plus d'écologie. Dans les médias, sur les réseaux sociaux, et même maintenant, récemment en Belgique, en politique. Eh bien, il y a énormément de messages qui circulent, du coup, des messages qui sont véhiculés par le gouvernement, par les médias, par la presse, par vos amis, par des institutions, par des ASDL. Et on retrouve très régulièrement dans ces messages la notion de « nous devons faire des efforts ». Les citoyens doivent faire des efforts. Et je me suis déjà demandé, est-ce qu'on a vraiment été comprendre, est-ce qu'on s'est vraiment intéressé à l'impact que ces messages pouvaient avoir sur nous, citoyens? Je vais vous donner un exemple. La viande. Alors, l'industrie de la viande a un impact absolument catastrophique sur la planète. Nous devrions manger beaucoup moins de viande. Mais qu'est-ce que ça représente, la viande? Pour moi, la viande, c'est un bon steak frites. J'adore la viande, je trouve ça délicieux. Voilà, si je devais me passer de la viande, je devrais changer ma manière de manger, je devrais changer ma manière de faire les courses, je devrais changer mes habitudes, je devrais manger du tofu, enfin, ce serait vraiment pas évident pour moi de me passer de viande. Et en plus de ça, moi je sais pas ce que vous faites, vous, au printemps, quand le soleil revient, moi j'invite tous mes potes, quelques bières, un maximum de saucisses, et on fait un énorme barbecue. Donc, voilà, pour moi c'est quelque chose de très très important, et donc se passer de viande, ça veut dire que je dois me passer de tout ça. Un autre exemple, la voiture. Alors, un tiers des émissions de CO2 sur la planète sont dues au transport. Nous devrions prendre beaucoup moins la voiture. Mais la voiture, c'est extrêmement pratique une voiture. On va travailler avec une voiture, on va conduire ses enfants, on va voir ses amis, on va faire ses loisirs. Et en plus de ça, la voiture, moi personnellement, quand j'ai eu 19 ans et mon permis, et une voiture à disposition, j'ai pu faire ce que je voulais, quand je voulais. Je me suis senti libre et indépendant. Et donc quoi, si je dois moins prendre la voiture, je dois aussi abandonner cette liberté et cette indépendance. Et j'ai plein d'exemples par rapport à ça. On peut continuer avec l'avion. L'avion, qu'est-ce que ça représente? L'avion, c'est le rêve, c'est le voyage, c'est le dépaysement. L'énergie, qu'est-ce que c'est? L'énergie, c'est un ordinateur, c'est une télévision, c'est le chauffage. En fait, l'énergie, c'est du confort. Et donc quand on regarde, en fait, tous ces messages qui nous parlent de faire des efforts, ont un impact bien plus important que ce que l'on peut s'imaginer sur nous, citoyens. On ne nous demande pas que de faire des efforts, en fait. On nous demande de faire des sacrifices qui représentent des choses super importantes, en fait, pour nous. Alors, ces sacrifices, comment sortir, du coup, de cette notion de sacrifice? Comment sortir de cette notion de culpabilité, de cette notion d'anxiété? Eh bien, j'aimerais du coup essayer de répondre à cette question en vous en posant une. Quel est selon vous le point commun entre Martin Luther King, l'autosuggestion positive et le film Demain? Alors, peut-être que certains d'entre vous, j'imagine la plupart d'entre vous connaissent Martin Luther King, donc c'est un pasteur noir qui, dans les années 60, a prononcé un célèbre discours où il a prononcé ces célèbres mots « I had a dream ». Et donc il a dit « Je fais un rêve. Je fais un rêve que dans notre société, un jour, les gens puissent naître égaux. Je fais un rêve qu'un jour, un blanc et un noir puissent s'asseoir à la même table. Je fais un rêve que mes petits-enfants ne seront pas jugés à la couleur de leur peau, mais bien à la valeur de leur caractère. » L'autosuggestion positive est une technique qu'on utilise notamment pour arrêter de fumer. Alors, arrêter de fumer,
Donc fumer entraîne une dépendance physique, mais aussi une dépendance mentale. Ça devient une habitude de vie, en fait, fumer. Et donc, la technique propose de se concentrer sur le positif, de se concentrer sur ce qu'on va pouvoir récupérer quand on aura arrêté de fumer. Donc, on va pouvoir récupérer, par exemple, une bonne haleine. On va pouvoir récupérer le goût des aliments. On va pouvoir récupérer le fait de faire un exercice physique sans être fatigué. On va pouvoir récupérer de jolies dents et de jolis ongles. Et le film Demain, peut-être que certains d'entre vous dans la salle ont eu l'occasion de le voir, c'est un documentaire français qui est sorti en 2015 et qui fait le constat, au début du film, de dire voilà, l'humanité actuellement est en péril suite à l'effondrement de nos écosystèmes. Dans la suite du film, il propose en fait des alternatives concrètes, des alternatives qui existent déjà et qui fonctionnent dans le monde actuel et qui parlent de différentes thématiques comme l'énergie, la politique, l'éducation ou même l'agriculture. D'ailleurs, le film a eu un impact assez positif sur un projet ici liégeois. Je ne sais pas si vous connaissez la ceinture alimentaire de Liège. Donc c'est un projet en fait qui met en relation des agriculteurs locaux avec des magasins ici à Liège et finalement vous, citoyens liégeois. Ça propose une production de nourriture qui respecte à la fois l'environnement et le travailleur. Alors finalement, mais quel est ce point commun entre un pasteur noir, une technique pour arrêter de fumer et un film français? Ils démarrent tous d'un constat extrêmement négatif. La condition des Noirs aux États-Unis est absolument intolérable, fumer nuit gravement à la santé et les écosystèmes de la planète sont en péril. Les messages qui sont véhiculés ici ne sont pas des messages de haine. Ce ne sont pas des messages qui encouragent la violence, ce ne sont pas des messages qui encouragent à la division. On n'essaye pas ici de chercher un coupable. L'idée est de proposer une alternative, est de proposer un rêve, une histoire commune. Et le chemin pour y arriver implique des changements. Et ces changements seront bien plus faciles à mettre en place, à passer, si nous arrivons à nous concentrer sur le positif qui en découle. Alors, je ne suis pas naïf, je sais très bien que tout le monde n'arrête pas de fumer du jour au lendemain, juste en pensant à quelque chose de positif. Je sais que changer nos habitudes reste un énorme défi. Mais si nous voulons arriver à changer nos modes de vie, si nous voulons arriver à entraîner d'autres gens avec nous, nous devons absolument éviter le piège de l'anxiété, le piège du sacrifice, le piège du sentiment de culpabilité. Au lieu de juste dénoncer, n'hésitons pas aussi à proposer. Envisageons aussi les bénéfices que l'on pourra en retirer. Une meilleure santé, des retombées positives sur notre quartier, sur l'environnement, sur nos enfants. Et inspirons-nous de ce qui se fait déjà autour de nous, des solutions qui fonctionnent, des alternatives concrètes, et apportons-y notre petit grain de sel, notre histoire et nos rêves. Alors, je sais que cela ne sauvera peut-être pas la planète, mais je pense que nous pourrons enfin déguster tranquillement un bon gratin de courgettes en famille et se concentrer sur le vrai débat qui est finalement qui de Anderlecht ou du Standard sera champion style. Merci.